Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. L'exercice est assez contraint. Nous vous donnons une vingtaine de minutes. Et puis vous viendrez me rejoindre ensuite Avec pour plaisir. quelques questions. Est-ce qu'il y a un prompteur quelque part, ou plutôt un chronomètre quelque part? Je vous présente, vous trop êtes long. praticien hospitalier. Vous exercez en tant que neurologue au CHU de Grenoble-la-Tronche. Et vous êtes le suppléant, vous avez été suppléant de la députée Geneviève Fioraso à l'occasion des élections législatives. Et vous êtes devenu député à partir de 2012 et vous siégez également comme conseiller régional dans cette grande région qui vient d'être créée, Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne me suis pas trompé? Vous ne vous êtes absolument pas trompé. Je vous remercie pour l'invitation et l'honneur qui m'est fait de représenter Emmanuel Macron devant vous aujourd'hui pour vous présenter en quelques minutes les grandes lignes du programme santé qu'il a lui-même eu l'occasion de présenter à 2 reprises déjà. Je crois qu'il y a un temps d'échange qui est prévu avec la salle, donc si je le peux, je raccourcirai peut-être ma présentation liminaire de façon à privilégier l'interaction. N'hésitez pas également à m'arrêter. Ça n'est pas prévu dans le conducteur, mais on peut l'imaginer. Mais alors, j'aime l'imprévu. Nous avons en France un excellent système pour ce qui est du soin, cela a été dit par Emmanuel Macron. Nous avons des professionnels de qualité qui reçoivent une formation d'excellence. Nous avons un bon maillage territorial, hospitalier et de ville. Nous avons une recherche fondamentale, recherche clinique et recherche translationnelle d'excellence qui font que la France est l'un des pays leaders en matière d'innovation en santé. Et nous avons également une qualité, à laquelle je suis très attaché, et vous qui représentez les petites mutuelles l'êtes tout autant, c'est que nous avons un système qui est solidaire, dans lequel on reçoit les soins en fonction de ses besoins et non pas en fonction des moyens financiers qu'on peut déployer pour le faire. Alors, vous allez me dire, en théorie, parce qu'il reste encore un certain gap à parcourir pour aller vers un système pleinement solidaire, et effectivement, notre système est perfectible. Mais tout ça pour vous dire que moi, je ne fais pas partie des prédicateurs de l'Apocalypse qui vous disent que notre système de santé est moribond, qu'il faut tout changer, qu'il faut absolument le révolutionner. Non, je crois qu'il faut être capable de l'adapter et suivre en cela 3 axes que je vais décliner. Pourquoi est-ce qu'il faut l'adapter? Pour faire face à 5 défis. Quels sont-ils ces défis? Tout d'abord, le défi épidémiologique. La population vieillit, ça n'aura échappé à personne. Les maladies chroniques se multiplient, les cancers également se multiplient, et donc nous faisons face à de nouveaux enjeux populationnels. Le deuxième défi, il est technologique. On assiste à un progrès de la santé et de la médecine en particulier absolument fulgurant. En l'espace de 3 ans, on a greffé un cœur artificiel, on est capable d'avoir des nanocapteurs qui prédisent des modifications oncocellulaires des années à l'avance. Nous avons des nouveaux systèmes numériques qui viennent irriguer toutes les filières de soins. Le troisième défi est écologique. Comment ne pas parler de la santé environnementale, des risques émergents? On se rend bien compte qu'il y a un problème, qu'il s'agisse de pesticides, de perturbateurs endocriniens, de pollution. On sait qu'il y a quelque chose, une menace dont nous prenons de plus en plus conscience et que nous avons jusqu'ici plutôt ignorée. Le quatrième défi, il est démocratique. Il nous reste du chemin à parcourir de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire la loi du 4 mars 2002 sur le droit des usagers, vers ce qu'on appelle la santé globale, dans laquelle les patients, les usagers, moi je parle d'usagers parce que les usagers sont pleinement acteurs de leur santé, un système dans lequel les usagers ont accès à de l'information en toute transparence, des informations basées sur la qualité, sur la pertinence des soins, et le patient est pleinement acteur du système. Le 5e et dernier défi, il est économique. Nous dépensons chaque année 200 milliards d'euros pour les dépenses de santé couvertes par l'assurance maladie obligatoire et près de 50 milliards supplémentaires via les organismes complémentaires. 250 milliards, c'est absolument colossal en termes de dépenses, et les dépenses augmentent d'année en année. Ça a l'air de rien quand on dit qu'on a un objectif national de dépenses d'assurance maladie à 2%, mais ça veut quand même dire qu'une année, l'année actuelle, on dépense 4 milliards d'euros de plus que l'année précédente. Voilà pour le constat. Alors quels sont les objectifs, les 3 objectifs qui sont ceux du programme? Tout d'abord, l'objectif de la prévention. Alors vous allez me dire, tout le monde parle de prévention, mais on aime tous la prévention, mais ça fait 10 ans qu'on en parle et qu'on n'en fait pas. Vous n'avez pas complètement tort. Et les chiffres sont têtus. Il y a 70 000 morts liés au tabac dans notre pays, près de 50 000 morts liés à l'alcoolisme dans notre pays, des dizaines de milliers de morts liés à la pollution, j'y faisais allusion tout à l'heure. Et face à cela, quelles sont les armes que nous pouvons mettre en place sur le territoire? Pas grand-chose, parce que nous avons un budget alloué à la prévention qui reste finalement assez faible. Donc, on parle, nous, de révolution de la prévention. Qu'est-ce que c'est que la révolution de la prévention? C'est être capable d'allouer un véritable budget concret aux dépenses de prévention. Pourquoi un budget pour la prévention? Tout d'abord pour l'éducation à la santé.
Moi, c'est quelque chose qui me paraît essentiel, qu'on éduque davantage la population à la santé. Ma grand-mère savait mieux se soigner que moi quand j'ai quitté les établissements scolaires. Alors maintenant, je suis médecin, donc j'ai un peu plus de connaissances, mais on a perdu en France, au cours des 50 dernières années, c'est un processus assez long, toute capacité de maîtriser un peu des données physiologiques, anatomiques qui permettent de mieux gérer sa santé. On a rendu le patient complètement passif pendant des années, il faut que cela change et pour ça l'éducation à la santé est importante. Je vais vous donner un exemple. On peut dire à des ados que fumer tue. On peut leur dire, fumer tue. Mais les ados, ils sont dans la transgression. Si on leur explique pourquoi le tabac va boucher les artères, par quel mécanisme ça va provoquer des plaques d'athérome qui vont provoquer des infarctus ou des AVC, moi je pense que si on explique davantage les choses à nos jeunes, ils sont capables de mieux les appréhender eux-mêmes et donc de s'en saisir. À côté de ça, la recherche. Je vous parlais de santé environnementale. C'est très bien de dire qu'on veut lutter contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de mettre le doigt sur le matériau, la substance qui, isolément, va être capable d'avoir un impact sanitaire très fort. On le sent qu'il y a quelque chose. Quand vous avez une baisse de 50% de la fertilité des jeunes Espagnols, surtout dans les territoires où il y a des zones d'épandage, on se dit bien qu'effectivement, les pesticides et ces substances-là sont des substances néfastes. Et pour cela, il faut être capable d'investir massivement dans la recherche. Donc la santé environnementale, beaucoup de recherche. Vis-à-vis des risques émergents aussi. Je vous rappelle que l'OMS considère que le fléau pour l'humanité en santé d'ici à 2030, il s'appelle la dengue. Et que la dengue, il est lié à des moustiques qu'on commence à trouver en métropole. Donc on a des risques aussi infectieux émergents très forts. La prévention, c'est aussi des plans de lutte sectoriels. Le tabac, forcément, on en fait un cheval de bataille. Il y a des mesures coercitives pour lutter contre le tabac, mais il y aura aussi des mesures d'accompagnement et des choses qui créeront de la dynamique. L'Australie enregistre des résultats fabuleux en matière de lutte contre le tabac. Par exemple, ils ont lancé des défis aux lycéens, leur dire le premier lycée sans fumeurs en Australie, on est capable d'aller financer pour une somme très importante un gymnase, un mur d'escalade ou je ne sais quelle activité culturelle. Les jeunes se sont saisis de cette question, on enregistre une diminution très forte. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur l'éducation en santé, il faut s'appuyer sur les usagers quand on veut mener des politiques de prévention efficaces. Et puis, il faut aussi des actions très concrètes, des actions à l'école, je le disais, des actions au travail. On estime que le centimètre carré de corps humain qui coûte le plus cher, ou sans doute le plus cher à la Sécu, c'est la pulpe du doigt. Parce que quand vous êtes ouvrier, que vous travaillez sur une machine-outil et que vous allez vous ruiner un doigt sur une machine, vous êtes en invalidité, en longue maladie, vous rencontrez des problèmes sociaux, des problèmes financiers, et ça coûte extrêmement cher et ça détruit des vies entières. Il y a un accident de la main toutes les 20 secondes dans notre pays. Et des mesures de prévention ciblées sur les lieux de travail, quand vous faites venir un kiné, par exemple, qui fait un petit topo, qui passe sur les postes de travail pour expliquer quels sont les gestes à ne pas faire pour éviter de se blesser, on est capable de réduire l'accidentologie de l'ordre de 30 à 40%. Donc la prévention, ça marche. Il suffit juste de se dire que ça vaut le coup d'investir aujourd'hui, ça coûte un peu plus cher, on a peut-être un peu moins d'argent pour faire autre chose à côté, mais ce qu'on va être capable de récolter en matière de gains de santé et de gains médico-économiques sera bien plus important demain. Pareil dans les établissements pour personnes âgées. On sait très bien qu'avec de la prévention des chutes, avec de l'exercice physique adapté pour nos seniors, on est capable de réduire les besoins en médicaments de façon très importante. Donc il faut pouvoir le faire. Et puis il y a cette idée, moi que j'aime bien, d'un service sanitaire de 3 mois qui sera proposé aux 40 000 étudiants en santé pour qu'ils puissent aller mener des actions de prévention. C'est d'autant plus intéressant que ça sous-tend le fait qu'eux-mêmes soient demain formés à la prévention. Moi, personnellement, je ne suis pas sorti de la fac il y a si longtemps que ça, on ne m'a pas formé à la prévention. Deuxième grand chapitre, je regarde l'heure qui passe, les inégalités de santé. Les inégalités de santé, elles existent encore dans notre pays. Un chiffre que vous connaissez, un cadre dans notre pays vit 6 ans de plus qu'un ouvrier. Je pourrais vous parler d'ailleurs des inégalités de santé en Europe. On ne parle pas beaucoup de la santé en Europe, mais d'un pays à l'autre de l'Union européenne, on a une mortalité infantile qui peut être multipliée par 4 ou 5. On ne peut pas s'en satisfaire. Donc les inégalités de santé dans notre pays et sur notre continent sont très fortes. En France, c'est selon les territoires, c'est l'accessibilité géographique aux soins, et selon les moyens, même si on a un système solidaire, il reste encore un gap à parcourir. En termes de renforcement de l'accessibilité financière aux soins, il y a un engagement d'Emmanuel Macron, aucun des remboursements de soins utiles sur la période du quinquennat. C'est clair, ça a été dit, on n'est pas dans le petit rhume ou le gros rhume, le petit risque ou le gros risque. Quand les gens sont malades, qu'il y a des traitements qui sont efficaces pour les soigner, on le paye. Deuxième point, moi c'était mon dada au Parlement, je suis ravi qu'il l'ait repris, c'est la question du reste à charge sur les soins optiques, sur les soins dentaires et sur les soins auditifs. Comme député, les rares fois où, parce que j'habite dans une ville, donc on n'a pas de déserts médicaux à Grenoble, ou très peu, les rares fois où les gens sont venus me voir pour me dire qu'ils n'arrivaient pas à se payer des soins, c'était souvent pour des audioprothèses. Quand vous avez cotisé toute votre vie à la Sécu,
que vous avez cotisé toute votre vie à une complémentaire santé, que vous avez un ORL qui vous prêterait une audioprothèse, vous n'entendez plus vos petits-enfants, vous mettez le son de la télé à fond les ballons quand vous êtes chez vous, vous avez un risque de troubles cognitifs qui va être multiplié de façon assez importante si vous ne vous appareillez pas, et que vous avez un devis avec un reste à charge de 1 500 € par oreille, là vous vous sentez sacrément dans l'insécurité sociale et vous n'êtes pas très heureux du système. Donc, réduire d'ici à 5 ans, d'ici à la fin du quinquennat, pour l'éliminer complètement, le reste à charge sur ces soins dentaires, ces soins optiques et ces soins auditifs utiles, c'est un engagement très fort et nous le respecterons. Et puis, sur l'accessibilité financière et la question du tiers payant, où la position d'Emmanuel Macron est une position pragmatique, puisqu'il parle d'un tiers payant généralisable. Vous aurez noté la différence entre le able et le et. La différence, quelle est-elle ? Elle est de se dire qu'il faut compter sur l'intelligence collective des professionnels de santé. Si le tiers payant est efficace, s'il est rapide, s'il ne coûte pas d'argent, s'il permet d'être payé très vite, sans retard et sans perdre de temps très précieux pour les médecins, dans ce cas-là, ils l'adopteront naturellement. Donc, il faut d'abord tester des dispositifs, voir si c'est faisable, réaliste, et si c'est réaliste, compter sur l'intelligence collective. Sur l'accessibilité géographique aux soins, écoutez, il n'y a pas de martingale. S'il y avait une martingale, elle aurait été appliquée en France et dans d'autres pays qui souffrent de déserts médicaux depuis un certain temps. Par contre, je peux vous dire qu'il y aura une volonté politique sans faille. Là où c'est nécessaire, là où ça correspond, non pas à l'appétence d'élus locaux, mais à l'appétence de professionnels de santé, médecins, infirmiers, kinés, dentistes. Partout où on nous le demandera, où cela fera sens, il y aura accompagnement dans la construction et le fonctionnement de maisons de santé pluridisciplinaires. Jusqu'à 2000 de plus, c'est-à-dire 3 fois en réalité le nombre de maisons qui existent aujourd'hui. Ces maisons de santé, moi je considère qu'on ne peut pas demander à un médecin généraliste qui débordait dans son territoire, qui exerçait de façon isolée, qui arrive dans une maison de santé pluridisciplinaire, on ne peut pas aller lui confier 10 000 missions nouvelles. On ne peut pas lui dire, sous prétexte que les murs ont été bâtis, qu'il travaille en coopération avec d'autres professionnels, on va lui mettre un nouveau cahier des charges avec 10 000 missions. Moi je pense que s'il arrive à offrir des soins de qualité, des soins primaires de qualité dans de bonnes conditions, on aura déjà rempli le pari. Par ailleurs, si vous avez des médecins ou des paramédicaux qui vous disent « nous, on a envie d'expérimenter des organisations professionnelles différentes. Nous, on a envie d'avoir de la télémédecine. Nous, on veut faire de la téléconsultation, de la téléexpertise. » On sera là pour les accompagner. La question de la démographie médicale, moi j'ai une position qui est personnelle, mais qui doit être débattue sur le numerus clausus. Un quart des médecins inscrits au Conseil de l'Ordre aujourd'hui sont des médecins étrangers. On met des mesures incitatives à l'hôpital, on met des mesures incitatives à la ville, pas suffisamment à mon goût, mais on se rend bien compte qu'il y a un problème numérique quand même dans notre pays. Il n'y a pas qu'un problème de répartition. Il n'y a pas qu'un problème de répartition, je ne le crois pas. Et moi, ça me désole de voir que des étudiants français échouent pour un QCM sur Aristote, un concours hyper sélectif en France, et vont ensuite en Espagne ou en Roumanie dans des écoles qui leur sont dédiées pour pouvoir apprendre l'exercice d'une médecine qu'ils viendront demain exercer sur nos territoires. Le numerus clausus est un moyen de priver des jeunes étudiants français d'apprendre la médecine en France. Donc il faut qu'on ait une réflexion là-dessus. On ne peut pas non plus le supprimer du jour au lendemain, ça ne fait pas sens. Il faut être capable d'adapter les offres de formation en fonction des besoins, s'appuyer sur des nouveaux terrains de stage. Il y a plein d'endroits dans lesquels on ne met pas encore de stagiaires ou d'étudiants. Personnellement, j'ai appris la neurologie au CHU de Grenoble. Jamais de ma vie, je n'ai mis les pieds dans un cabinet de neurologie libérale. Comment vous voulez que j'ai envie de faire ça ? Je ne connais pas, on ne m'a pas appris. Donc il faut être capable d'investir de nouveaux territoires, de nouveaux terrains de stage, s'appuyer sur l'apprentissage par simulation, les technologies numériques également. La télémédecine, ça me fait rire parce que la télémédecine, on en parle dans certains programmes comme disant c'est la grande innovation. La télémédecine, ça fait 10 à 15 ans que c'est plus une innovation. La seule chose qui serait innovante, ce serait de la financer. Elle existe, la télémédecine, partout ailleurs. Moi, je fais en garde de neurologie, je fais de la téléthrombolyse avec l'hôpital de Voiron, qui est à 20 km de mon CHU. La nuit, on est capable d'aller aider les médecins urgentistes à mettre des produits pour déboucher les artères des gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral. Les médecins, ça fait très longtemps qu'ils s'organisent entre eux pour prendre des avis. Mais par contre, c'est quelque chose qui prend du temps, qui doit être rémunéré et pour lesquels il faut pouvoir équiper les professionnels. Donc à nouveau, on n'impose pas la télémédecine, mais on la propose à celles et ceux qui le souhaitent. Et surtout, on met un financement digne de ce nom pour qu'on arrête dans 10 ans de parler de la télémédecine comme d'une innovation. Et puis, il y a les mesures d'attractivité pour la ville et l'hôpital. Pas de mesures coercitives. Ça ne sert à rien, c'est injuste, c'est pas efficace, ça marche nulle part. Par contre, on met le paquet sur l'incitation, sur les organisations, sur ce qu'on peut faire pour aider un médecin à s'installer,
Quand vous êtes dans un territoire complètement déserté, où il n'y a plus de services, il n'y a plus d'emploi, il n'y a pas beaucoup de transport, vous n'allez pas y aller forcément avec énormément de baume au cœur, surtout quand vous allez avoir une file active de patients telle que vous allez avoir des journées qui s'étendent. Donc il faut être capable d'entendre la détresse des professionnels dans ces territoires et de les aider à rester ou à s'installer. Il est là l'enjeu. Il est aussi à l'hôpital, où il faut donner des moyens aux hôpitaux. J'avais fait un rapport sur l'intérim médical quand j'étais député. On voit qu'il y a un problème de recrutement de certaines spécialités dans les hôpitaux, ça coûte très cher. Il faut à nouveau être incitatif et présenter les structures de soins sous leurs meilleurs atours pour pouvoir recruter. Sur les inégalités de santé, il y a le droit à l'oubli aussi qu'on va renforcer, ça a été annoncé, réduction des délais là où c'est possible, augmentation des pathologies qui seront liées à ce droit à l'oubli. Troisième et dernier volet, le volet de l'efficience des soins. L'objectif, moi j'en vois deux, c'est la qualité des soins et c'est la pertinence des soins, partout. En ville, ça veut dire qu'il faut, en mon sens, démarrer deux chantiers assez rapidement. Un, le chantier du temps médical. Il y a urgence. Les professionnels de santé sont débordés, ils ont besoin d'un appui administratif, ils ont des journées à rallonge, ils ont des tâches administratives qui ont augmenté. Parfois le numérique est une aide, parfois c'est plutôt quelque chose qui va leur rajouter du temps encore à leurs journées qui sont extrêmement longues. Il faut qu'on ouvre ce chantier sans tabou pour être capable de se dire on va sacraliser, sanctuariser le temps de soins. Quand je dis médical, c'est aussi paramédical, surtout dans les territoires où on en manque. Et puis le deuxième chantier, c'est le chantier des compétences. On n'avance pas sur le chantier des compétences dans notre pays. Il y a d'autres pays dans lesquels il y a des organisations de soins qui font davantage place à la coopération entre professionnels. Et moi, je prends une responsabilité au nom des pouvoirs publics sur la façon dont ces questions des compétences ont été abordées depuis 10 ou 15 ans. C'est qu'à chaque fois qu'on parle de compétences, on dit tiens, on va prendre un acte assez court à des médecins et on va le donner à une infirmière ou à un autre professionnel paramédical. Ce chantier des compétences, il doit être abordé de façon globale dans son ensemble et pas acte par acte, sinon on braque tout le monde et on n'avance pas. L'efficience est aussi en ville, le déploiement des groupements hospitaliers de territoire. Moi, je trouve que c'est pas mal les groupements hospitaliers de territoire parce que ça permet de rentrer dans une logique de coopération entre établissements de santé, là où on est trop souvent dans une logique de compétition entre établissements de santé. Mais les groupements hospitaliers de territoire, ils n'auront du sens que s'ils sont basés sur la construction d'un projet médical, d'un projet de soins de territoire. Parce que si on en fait uniquement une façon de réduire les dépenses et de mutualiser la blanchisserie et d'autres services annexes, ça ne marchera pas, on braquera les professionnels. Moi, si on me dit qu'il faut que j'aille à 20 minutes de route de mon hôpital faire une vacation de neurologie et qu'on ne me dit pas pourquoi, et que je ne peux pas rencontrer les équipes, et que je ne comprends pas le sens que ça pourrait avoir, je vais me braquer. Par contre, si on m'explique qu'ils sont en difficulté là-bas, que les patients ont des délais très longs pour pouvoir y accéder, que les urgentistes ont besoin qu'on leur file des avis, on leur donne des avis d'expertise de temps en temps, là j'aurais tendance à dire ok, ça fait partie de mes missions, j'y vais. Sur la T2A, il ne s'agit pas de réduire la tarification à l'activité pour le plaisir de la réduire, il s'agit de considérer que la tarification à l'activité, elle est adaptée pour des actes de soins techniques, répétés, mais qu'elle ne répond pas aujourd'hui à l'obligation de prendre mieux en charge des parcours de maladies chroniques. La question du parcours de soins, quand on pose la question dans une salle comme la vôtre, tout le monde est d'accord. Est-ce qu'on peut être capable de financer au parcours? Est-ce qu'on peut casser les silos entre la ville et l'hôpital? Est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer la coordination du parcours de soins? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que jusqu'ici, la méthode, c'était de se dire on fait un protocole national, qu'on va rédiger avec les instances scientifiques compétentes, ça va prendre 2-3 ans, on va avoir un cahier des charges assez lourd et complexe, et puis on va dire aux professionnels, allez-y, c'est à vous. Moi, je considère et nous considérons que ces parcours de soins, ils doivent se faire à l'initiative des professionnels directement dans les territoires et que la puissance publique, elle doit être là pour accompagner, financer et évaluer en bout de course la qualité des soins qui aura été donnée. Nous proposons également d'investir dans l'innovation. L'innovation organisationnelle, je viens d'en parler, comment est-ce qu'on change les pratiques et comment est-ce qu'on développe la coopération entre les médecins et les paramédicaux. L'innovation, elle est technologique. Emmanuel Macron a annoncé un grand plan d'investissement de 5 milliards d'euros qui viendra soutenir l'ensemble de la filière de la santé et tous les secteurs de la santé, avec un volet numérique qui sera important parce qu'on est en retard dans notre pays sur ces questions-là. Et puis l'innovation, c'est aussi des mesures pratiques comme celle qui a été demandée par les adhérents de la Grande Marche sur les territoires. C'est la mesure numéro 1 qui remontait des territoires, qui était de tendre vers une vente des médicaments à l'unité. Étant donné que les gens nous disent qu'il faut le faire, étant donné qu'on a un rapport de l'inspection générale qui parle d'un gâchis, d'un gaspillage de 7 milliards d'euros par an, 7 milliards d'euros par an de gaspillés, on s'est dit on se donnera les moyens d'y arriver. Voilà pour les trois grands volets.
Je reste à votre disposition pour qu'on discute de la place des financeurs de la protection sociale, parce que j'imagine que c'est un sujet qui vous anime. Moi, j'apprécie, je vous le dis, le fait que vous soyez des résistants des mutuelles telles qu'elles ont été créées dans leur essence, à l'état pur, des mutuelles de territoire, au plus près des acteurs de terrain. Vous avez une indépendance qui est importante, à laquelle vous êtes attaché. Vous participez du maillage de soins. Vous serez des acteurs à part entière du projet de prévention qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Et il faudra qu'on trouve les moyens de vous accompagner, de vous aider et de vous valoriser pour ces missions nouvelles. Je vois qu'il ne reste que 7 minutes, donc mon temps est terminé. Je n'ai donc pas le temps de vous parler des mesures qui traitent du handicap et de la perte d'autonomie. J'en ai un peu honte, pardon. Mais si des questions surviennent, j'y répondrai avec plaisir. Merci. Merci de me rejoindre ici, Olivier Véran. Merci de cet exposé très complet malgré le temps qui était relativement court. Alors, une ou deux questions justement sur l'héritage dont, si Emmanuel Macron est élu, vous serez les héritiers, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé ces dernières années, et en particulier sur la politique de santé qui a été menée par Marisol Touraine. Est-ce que vous remettrez en cause certains des aspects de ce qui a été développé ces 2 ou 3 dernières années sur le tiers payant généralisé ou encore peut-être sur la loi Leroux. Est-ce qu'il y a là des points sur lesquels vous vous interrogez sur la pertinence de continuer ou de ne pas continuer l'action telle qu'elle a été entamée il y a quelque temps ? Alors, Emmanuel Macron ne se positionne pas par opposition ni par analogie. Non, mais c'est... Non, mais je précise des choses. Après, votre question est légitime, d'autant que j'ai été moi-même député de la majorité pendant près de 3 ans au Parlement et rapporteur d'un texte, en tout cas du volet prévention. Vous voyez que j'avais déjà le dada de ces questions-là, même si on ne peut pas faire forcément tout ce qu'on a envie de faire quand on est parlementaire, loin s'en faut. Non, sur la question du tiers payant, je pense avoir répondu à cette question. Il n'y a pas de totem généralisé, on est plutôt dans une position pragmatique de se dire... Quelle était la demande ? Vous aviez une demande de médecins, généralistes ou spécialistes d'organes, qui disaient « Nous souhaitons pouvoir, demain, faire bénéficier du tiers payant, de la dispense d'avance de frais, les malades que nous soignons, sans critères. » C'était jusqu'ici impossible. Donc la question, la demande, on doit pouvoir être capable d'y répondre, d'où la notion de réfléchir, de travailler un dispositif de tiers payant accessible pour tous. Pour autant, la demande n'était pas « on veut que tous les médecins en fassent bénéficier demain tous les patients ». Cette demande ensuite a été une demande politique qui a émergé et qui a rencontré un certain nombre de difficultés en cours de route, notamment s'agissant de la capacité à unifier les systèmes des complémentaires santé, pour ne citer que celui-ci. Donc la démarche de tiers payant généralisable est une démarche qui répond à la fois à la demande des médecins qui souhaitent en faire bénéficier l'ensemble de leurs patients, sans contraindre ceux qui ne se sentent pas prêts aujourd'hui, en attendant qu'on soit capable de leur montrer que le dispositif fonctionne. La carte vitale, si elle avait été imposée au début, il y avait des tentations pour l'imposer à tout le monde. Ça avait braqué les gens. La carte vitale aujourd'hui n'est pas obligatoire, mais elle est reconnue et acceptée par plus de 95% des médecins libéraux aujourd'hui. Alors, vous avez, et c'est un point fort de son programme, évoqué la question du remboursement à 100% des lunettes intégrales, des audioprothèses, des prothèses dentaires. Une des questions, c'est est-ce que vous mettrez fin, est-ce qu'il faut mettre fin à la liberté tarifaire qui existe dans ces secteurs ? D'abord, je réponds juste à votre question sur la loi sur les réseaux de soins. Ouais. Moi, je suis, et je l'étais, opposé à l'idée qu'on ait des réseaux de soins médicaux pour des raisons très claires, qui est que je ne voulais pas qu'on puisse avoir la publicité d'un organisme complémentaire qui dit « si vous êtes chez nous, vous pourrez voir un médecin spécialiste dans la demi-journée », comme on peut le voir dans certains pays. J'ai fait un stage d'Erasmus en Espagne, c'est la seule fois où j'ai quitté Grenoble pour mes études. J'étais malade une fois en Catalogne, et pour trouver un médecin généraliste qui était capable de me recevoir alors que j'étais étudiant étranger, que je ne travaillais pas dans l'industrie du coin ou machin, c'était extrêmement compliqué, j'ai fini aux urgences, pour un truc tout bête. Donc voilà, je ne suis pas du tout pour un système fermé. De ce point de vue-là, j'ai pas changé d'avis. De façon générale, je n'ai pas changé d'avis d'ailleurs. Sur la question de la liberté tarifaire, l'idée c'est de travailler sur la mise en concurrence des organismes complémentaires vis-à-vis de la prise en charge de ces soins qui sont lourds et des soins utiles, audio, dentaire et optique, de travailler sur la mise en concurrence, de travailler éventuellement au déploiement de certains contrats types pour permettre de réduire puis d'annihiler le reste à charge pour les ménages. Donc c'est quelque chose qui va se faire en concertation, en collaboration avec les acteurs, à la fois ceux qui donnent du soin.
J'ai une pensée notamment pour les dentistes aujourd'hui, qui rencontrent de grosses difficultés dans leur exercice professionnel, avec des soins conservateurs qui sont, pour certains d'entre eux, pas revalorisés depuis des décennies. On a la même chose d'ailleurs en médecine, certains soins de chirurgie digestive notamment, ou d'autres encore, qui n'ont pas été revalorisés depuis des années, et finalement les dépassements ou les compléments d'honoraires sont le moyen d'arriver à maintenir un niveau de revenu. Pour les dentistes, ils ont plus de difficultés à le faire, et donc ils vont rattraper sur les prothèses. Donc il faut qu'on ait, je dirais, une mise à plat de tout cela, avec les professionnels, quelque chose qui se fera de façon concertée. C'est une somme qui est importante, hein, c'est 4,5 milliards de reste à charge aujourd'hui pour les ménages. Encore une fois, c'est absolument inacceptable pour la population, et donc nous aboutirons. La question de supprimer le RSI et de l'affilier au régime général, c'est faisable facilement? Ça a été annoncé, donc si ça a été annoncé, je fais suffisamment confiance à Emmanuel Macron et à son équipe pour que si ce soit une annonce, ce soit effectif. Il faut simplifier les choses. On entend, il y a une demande qui émane des professionnels, qui est de dire laissez-nous faire notre métier, réduisez les charges administratives, réduisez tout ce qui est inutile. C'est valable pour la ville, c'est aussi valable pour l'hôpital. J'avais dénoncé dans un rapport sur le financement de l'hôpital récemment le fait qu'on demande à des ergothérapeutes à l'hôpital d'aller passer quasiment une demi-heure derrière un écran par jour pour coder les actes de soins qu'ils ont faits, comme si 2 soins d'ergothérapie justifiaient qu'on mette autant de temps derrière un écran. Il faut qu'on arrête avec cette espèce d'inflation. Donc là, on peut simplifier, on le fait. Le cas du RSI est emblématique. La question de l'ouverture du numerus clausus, vous étiez beaucoup moins ferme et disons proactif que le prédécesseur qui était ici, qui représentait Marine Le Pen, qui a dit qu'il faut ouvrir largement le numerus clausus. Comment le fait-on? À quel degré et sur quelle temporalité? Parce que le temps de former des médecins, vous le savez, puisque vous êtes médecin vous-même, c'est long. Une anecdote. En 2008, j'ai fait partie des états généraux de l'Organisation de la santé, côté syndicat. À l'époque, on disait il faut faire quelque chose avec ce numerus clausus. On nous a répondu oui, mais attendez, ça prend 10 ans. Tiens, on y est. Donc peut-être qu'il faut mettre des mesures d'urgence et des mesures qui sont applicables tout de suite et efficaces tout de suite contre les déserts médicaux. C'est un cheval de bataille d'Emmanuel Macron. Mais il faut aussi être capable de se projeter à distance sur comment est-ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas demain... déjà, si vous supprimez le numerus clausus, ce n'est pas une bonne solution en soi. Parce que si vous le supprimez, vous donnez la main aux doyens dans les facs de médecine pour déterminer le nombre d'étudiants qui vont former. Et vous aurez un certain nombre de doyens qui vont augmenter le nombre d'étudiants et d'autres qui vont le réduire parce qu'on demande parfois à certaines facultés de médecine, notamment dans des territoires peu dotés en médecins, de former énormément d'étudiants jusqu'à saturation. Donc il vaut mieux transformer, si on devait faire les choses, le numerus clausus pour en faire d'un plafond un plancher. C'est-à-dire qu'on forme au minimum tant de médecins. Mais pour ça, il faut travailler sur l'offre de formation. Il faut être capable de développer, je disais, de nouveaux terrains de stage, de travailler sur le numérique. Il ne faut pas perdre en qualité de formation, c'est une demande des étudiants et je l'entends. Voilà, juste faire le constat qu'aujourd'hui, le numerus clausus, c'est presque un doudou pour les pouvoirs publics parce qu'on se fait plaisir en disant qu'on l'augmente de 200 ou de 300, mais on sait très bien que dans l'intervalle, vous avez 2000 étudiants, 2000 médecins étrangers qui arrivent. Demain, pourquoi pas, une faculté européenne pourrait former sur notre territoire national des médecins francophones qui seraient diplômés de l'Union européenne et qui pourraient exercer en toute liberté. Donc c'est juste principe de réalité. Voilà. Et il faut qu'on ait une stratégie européenne en matière de santé, parce que l'idée qu'on aille payer des chasseurs de tête dans nos communes pour aller en Roumanie chercher des médecins, alors qu'ils en manquent terriblement, qu'ils ont des déserts médicaux, qui sont des déserts de plusieurs dizaines de kilomètres sans tout bib, ça pose aussi un problème pour moi qui suis très pro-européen et le mouvement En Marche qui pense la même chose. Une dernière question, Olivier Véran. On voit bien la complexité du système. C'est excitant, intéressant, quand on est dans une campagne électorale, d'essayer de prendre tout à la fois et de ramasser l'ensemble de ce système en imaginant qu'on puisse l'améliorer, en tous les cas. Qu'est-ce qu'il y a de fou, d'une certaine façon, dans cette ambition de vouloir réformer le système de santé? Tout le monde l'a tenté auparavant, beaucoup s'y sont cassés les dents. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension démiurgique absolument extraordinaire? Je pense qu'il y a un enjeu de méthode. Il y a un enjeu de méthode. Faut donc être plus légiférer du national avec des réglementations assez raides et puis des agences régionales qui vont ensuite faire vivre ces règles bon gré mal gré dans les territoires. On a essayé, ça aurait pu fonctionner.
Il y a des moments où ça fonctionne, mais il y a des moments où ça ne fonctionne pas. Et vous avez des gens qui sont comme ça aujourd'hui dans leur cabinet, qui n'y arrivent plus. Je regardais le film, je n'ai pas besoin de regarder ce film-là pour m'en rendre compte, mais le film Médecin de campagne est assez illustrant. Quand on regarde ce truc-là, on se dit on a envie quand même de faire quelque chose, d'aller les aider. Et c'est vrai qu'il y a une vraie souffrance aujourd'hui des professionnels, et il y a aussi une vraie souffrance des usagers qui nous disent on a l'impression qu'on nous a abandonnés, on n'a plus de soins dans nos territoires, l'hôpital va fermer. Je veux dire, quand on dit qu'on ferme un hôpital parce qu'il n'aurait pas un problème de qualité ou un problème d'efficience, on oublie juste un tout petit truc, c'est que partout où il est implanté, l'hôpital, c'est le premier employeur du territoire. Donc quand on supprime un hôpital, on supprime de l'emploi. C'est aussi un creuset de formation. Donc on va supprimer un endroit où on peut former les gens. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut être capable de penser. C'est un débat sociétal majeur, un débat qui intéresse toute la population. C'est le thème de prédilection des Français dans les enquêtes. Et qui est Il pourtant pas... classé numéro 1 ou numéro 2. C'est un thème qui est technique. C'est un thème qui est technique, il faut du temps pour parler de pourquoi est-ce qu'il y a 250 milliards d'euros de dépenses pour l'assurance maladie, de pourquoi tel médicament coûte tel prix, de pourquoi est-ce que tel hôpital... Ça prend énormément de temps, c'est un débat sociétal majeur. Moi je souhaite qu'on puisse y arriver, qu'on rende cette information transparente et qu'on soit capable d'intéresser la population au-delà des petites phrases sur la question santé. Moi je remercie François Fillon, grâce à qui on a pu aborder la santé de façon très forte dès le début de la campagne. Malheureusement, sur la question du panier de soins, je pense que le terrain est miné pour les 10 prochaines années, parce qu'avoir parlé de petits et de gros rhumes, c'était la meilleure façon de tuer le bébé, d'envoyer le bébé avec l'eau du bain. Donc, alors que c'est un débat intéressant. Voilà. Merci beaucoup Olivier Véran, merci d'être venu ici devant cette assemblée pour pouvoir défendre les positions en matière de santé et de système de santé de Emmanuel Macron.